Et donc, sans plus attendre, voici le début de ce comptoir. Et je vais commencer par vous expliquer un peu ce qu'est le Pass Culture. Pass Culture dont vous avez certainement déjà entendu parler, ne serait-ce que dans le cadre de la campagne présidentielle, puisqu'il s'agissait initialement d'un engagement de campagne de celui qui était alors candidat à la présidence de la République et qui s'est fait élire. Et donc le ministère de la Culture a récupéré cet engagement de campagne qui consistait à l'époque à donner 500 euros aux jeunes de 18 ans pour la culture. Des premières analyses ont été faites au sein du ministère de la Culture pour éviter de refaire une surcouche de politique, puisque des politiques dits chèques ou cartes culture sont déjà existantes. Et là, il y a eu toute une réflexion autour de la meilleure manière d'aborder le sujet pour entrer en synergie avec les politiques tant de la jeunesse que de la culture qui étaient déjà en place. Et de fait, l'ambition qui a été confiée à cet engagement de campagne et cette mission du ministère de la Culture s'en est vue renforcée, puisqu'il ne s'agissait pas juste de donner de l'argent à des jeunes pour faire ce qu'ils aimaient déjà, mais bien de mettre en place une politique qui avait vocation à renforcer et diversifier les pratiques culturelles des 18 ans. Donc on reviendra dans la suite de ce comptoir sur toutes les étapes, notamment les étapes initiales de mise en place de l'équipe, de la méthode et des premiers produits. Mais aujourd'hui, le Pass Culture, c'est une application à destination des jeunes, qui est simple, qui vise à respecter l'ensemble de leur code et l'ensemble de leurs pratiques, qui référence l'ensemble des propositions culturelles qui sont autour d'eux et à travers laquelle ils peuvent non seulement légitimer leurs pratiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse comprendre à l'ensemble des jeunes de 18 ans qu'ils ont des pratiques culturelles, ils sont spectateurs, ils sont lecteurs, ils écoutent de la musique, et en ce sens, le Pass Culture avec un C majuscule ne doit pas leur faire hérisser les poils, bien au contraire, et leur permettre, donc, cette application doit leur permettre de renforcer les pratiques existantes. Et une fois qu'on a tissé un lien de confiance avec eux, on a vocation à leur permettre de découvrir de nouvelles choses, de diversifier leurs pratiques, puisque les études montrent qu'à 18 ans, les jeunes n'ont pas forcément moins de pratiques culturelles qu'auparavant, mais par contre, ces pratiques culturelles sont concentrées sur celles qu'ils aiment déjà, puisqu'on a notre propre argent, on a de moins en moins de temps, et donc de fait, on va au plus facile ou au plus confortable. Or, dans cette phase d'autonomisation des choix culturels, de construction du citoyen majeur, des grands choix professionnels et personnels, il est important, d'un point de vue de la politique culturelle, de continuer de se confronter à de l'inconnu, de continuer à diversifier ses pratiques pour avoir le meilleur esprit critique possible et construire une société dans laquelle il fait bon vivre ensemble. Et donc on a une plateforme donc, de mise en relation entre des jeunes et des acteurs culturels. Et donc, de fait, on a un second produit qui est une interface web à destination de l'ensemble des acteurs culturels, qu'ils soient grands réseaux de cinéma, professeurs de guitare, théâtre, professeurs, enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde de la culture, qui vise à référencer leurs propositions culturelles, à leur permettre de créer ces propositions culturelles, de suivre les réservations, les remboursements, et petit à petit à leur offrir des services sur lesquels on reviendra par la suite. Et pour illustrer plus concrètement tout ça, je vais laisser Nicolas vous faire une démonstration produit du Pass Culture. Bonjour tout le monde, j'espère que vous voyez bien mon écran. Alors je vais me glisser dans la peau de Rosa, jeune de 18 ans, qui arrive donc sur l'application de Pass Culture, donc aussi à quoi ressemble l'écran d'accueil. Donc c'est un écran qui présente des offres éditorialisées qui sont mis à jour extrêmement régulièrement par les équipes du Pass. Donc ici des nouveautés, des offres incontournables, qu'elles soient physiques, numériques et événementielles, des livres, des spectacles. Il est bien sûr possible de faire On ne une voit pas recherche. l'écran, Nicolas. Ah, vous ne voyez pas l'écran. Oui, peut-être que tu peux arrêter ton partage. C'est des mots. Parfait. Vous voyez mon écran maintenant? Ouais, parfait. D'accord. Donc, je disais la page d'accueil du Pass Culture, éditorialisée, avec énormément d'offres de types différents, comme je disais, des livres, de la musique, des spectacles. Il est bien sûr possible de rechercher une offre, que ce soit un type d'offre, un nom d'artiste ou une géolocalisation. Donc, par exemple, ici, dans le cas d'une ville, qui me donne un résultat là trié par distance géographique. Il est bien sûr possible de le trier selon tout un tas d'autres filtres. Je peux aller regarder du coup le détail d'une offre, voir qu'est-ce que c'est, avoir une petite description, une localisation,
des éléments temporels, les modalités de retrait, l'accessibilité. Je peux la partager, je peux la mettre en favori pour pouvoir la retrouver plus tard. Et je peux rentrer dans le parcours de réservation. Donc là, je vais choisir une séance. Je vais choisir une offre pour une personne. Je valide mes options. J'ai le détail de ma réservation. Je confirme. J'ai réservé une place. Ici, je retrouve le détail de toutes mes réservations qui sont classées, là encore, d'une façon temporelle, mais je peux modifier ça. Là, nous retrouvons la place de spectacle que j'ai réservée précédemment. Si je clique dessus, j'ai accès à la contre-marque. Donc, c'est ceci que vont présenter les jeunes quand ils arrivent chez un acteur culturel. Donc, soit cette contre-marque ici, caractère alphanumérique, soit pour les acteurs culturels dont le logiciel de caisse est équipé directement via un QR code qui est interfacé avec leur système, ce qui permet à l'acteur de valider qu'un jeune est bienvenu et à profiter de son offre. Ici, je vais retrouver tous les favoris que j'ai pu déterminer au gré de mes navigations. Donc là, je peux aussi les filtrer, les supprimer, aller directement à la réservation. Et enfin, nous avons une page qui permet aux jeunes de suivre l'évolution de son portefeuille sur le Pass Culture, de voir qu'est-ce qui lui reste à dépenser, et évidemment, tout un tas d'offres de paramétrage sur ces informations personnelles, modification de mot de passe, gestion de notification, géolocalisation, etc., etc. Et je vais rendre la main à Chloé pour la suite. Merci Nicolas je prends la main, Chloé. Merci Nicolas pour cette démo. Peut-être vous rappeler la genèse du projet et dans les grandes lignes, ses principales dates. Donc je passe sur l'élection présidentielle et la récupération par le ministère de la Culture du sujet. Vous dire par contre que début 2018, une équipe projet s'est vraiment construite au sein du ministère de la Culture à l'époque. Et à poser les bases de la méthode sur laquelle on reviendra par la suite, et ce qui a permis donc, de développer en quelques mois une première version de la web application à l'époque qui a été testée et expérimentée dans un premier temps dans 5 départements sur 10 000 jeunes, donc à partir de février 2019, sur une toute première vraiment version de l'app qui laissait un peu qui a permis de beaucoup corriger les bugs et les premiers parcours. Phase d'expérimentation qui a été étendue en juin 2019 à 14 départements. Et donc, dans ces 14 départements, 100% des jeunes de 18 ans pouvaient s'inscrire et peuvent encore s'inscrire d'ailleurs, puisqu'on est toujours sur ces 14 départements. Vous précisez aussi qu'en juillet 2019, le ministère de la Culture a créé une SAS, donc de droit privé, mais qui a une mission de politique publique, qui est de mettre en œuvre la politique du Pass Culture. Donc c'est aujourd'hui l'ASAS Pass Culture qui développe le projet et qui en est en charge. Donc aujourd'hui, le Pass Culture sur ces 14 départements se met, alors désolé, les chiffres ne sont pas à jour, c'est pas 140 000 utilisateurs, mais plutôt 145 000, je ne sais pas si Chloé, tu peux changer en direct. Et ce sont par contre bien 105 000 structures et non pas 900 000, mais millions de réservations qui ont été effectuées par nos jeunes sur l'application. Ça se célèbre, Florence. Tout à fait. On pourra le célébrer une fois que les lieux auront réouvert et que tous les jeunes pourront y retourner. Ouais. Donc, revenons un peu justement sur la genèse du Pass. Donc 2018. Donc l'intention était posée, donc il y a eu effectivement une équipe de pionniers et véritablement la question qui s'est posée, c'est comment offrir un cadre d'autonomie avec des marges de manœuvre, quelle est la bonne approche pour prendre ce type de projet, quel ADN insuffler un peu à ce projet. Et du coup, la structure qui a été choisie, ça a été la structure des startups d'État, donc l'incubateur d'État.gouv, et de se référer à cette doctrine, ce manifeste que vous voyez à gauche, qui est comment construire un produit numérique, une plateforme, c'est trouver un indigné du service public pour résoudre un irritant, se fixer donc une échéance courte, 6 mois, avec une approche frugale pour démontrer l'impact, co-construire avec l'usager du service, car c'est celui qui utilise le service qui décide, garantir une autonomie qui permet de mettre entre les mains des premiers usagers le plus rapidement possible un outil, et enfin,
transmettre le produit incubé, quelque part le bébé, dans l'opérateur, entre guillemets, légitime pour passer à l'échelle, pour industrialiser. Et donc, comment ça s'est passé pour le pass? Effectivement, c'était un peu la première fois qu'une commande politique était confiée à Betagouv, et quelque part, c'est l'État lui-même qui jouait le rôle d'indigné et qui relevait ses irritants des jeunes. La culture, c'est pas pour moi, j'ai pas l'info, j'ai pas les moyens, et les irritants également des partenaires. Je n'arrive pas à toucher les jeunes. Effectivement, ce qui est intéressant, important, c'est que il y a eu une expérimentation qui a été lancée dans plusieurs départements, mais c'était véritablement une expérimentation en production. Ça, c'est vraiment notable. Et, et effectivement, le produit n'a pas été conçu pour, mais par, quelque part, les jeunes et les acteurs culturels. Et là, je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube le comptoir qu'il y a eu avec ce titre « À 18 ans, j'ai construit le Pass Culture ». Et effectivement, enfin, sur le dernier élément de la doctrine, c'est ce que Florent a souligné, la passation, c'est toujours compliqué. Et du coup, il y a eu effectivement la création d'une structure de type SAS, évidemment avec une participation forte du ministère de la Culture. Quelques mots rapides sur du coup l'ADN du pass. Évidemment, c'est lean, agile, quelque part dans toutes les dimensions. Au-dessus du pass, il y a quelque part une étoile du Nord qui brille, et toujours avec le sens, et en particulier ne pas perdre de vue la mission qu'a cité Florent de diversification des pratiques culturelles, aussi bien dans le monde virtuel que dans le monde physique, une capacité à fédérer ses équipes, d'avoir des mêmes valeurs, toujours un souci de l'impact, de la mesure, c'est-à-dire qu'on peut avoir des KPI de vanité, tout ça, mais ce qui nous importe, c'est effectivement l'avancée de cette diversification. Toujours un enjeu de priorisation, donc parce qu'effectivement, le backlog un peu des fonctionnalités est gigantesque. Donc là, c'est un gros travail pour prioriser tout ça. Il y a un sujet de flow aussi, c'est-à-dire comment avoir une granularité assez fine, comment, entre l'identification de fonctionnalités et la production, avoir un cycle le plus rapide possible. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelques jours entre l'intention et la mise en production. Et bien sûr, c'est appuyé par des mécanismes d'amélioration continue à 360 degrés, hein, c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'équipe. Je vois que c'est une équipe qui grandit, on passe à l'échelle. Donc, comment améliorer en permanence le pass, les interactions au sein du pass, tout l'écosystème en 360 avec les acteurs culturels, les jeunes. Et voilà, comment développer l'excellence et tout ce qu'il peut y avoir derrière l'amélioration continue en termes d'outils de rétrospective, etc. Et le dernier pilier, quelque part aussi, c'est sur lequel on va s'attarder, on va zoomer un peu plus, c'est tout ce qui concerne la co-construction. Et je te repasse la main, Florent. Oui, tout à fait. Merci, Eric. Effectivement, dans ce premier comptoir sur le PASS, on voulait surtout vous parler de la co-construction et de la méthodologie qu'on a mis en place en lien avec l'ensemble de nos utilisateurs, puisque en termes de politique publique et en termes un peu d'innovation dans le secteur public, c'est à notre sens l'une des composantes principales de la réussite, en tout cas de la phase d'expérimentation du PASS. Et peut-être pour prendre un peu de hauteur, vous reparler rapidement de qui sont nos utilisateurs. Donc vous avez évidemment les jeunes de 18 ans, les fameux jeunes, qui sont un public donc, avec déjà des références culturelles qui ne sont évidemment pas les nôtres et qui évoluent très très vite, avec des pratiques numériques. Tu peux rester sur la slide précédente, Claude. Avec des pratiques numériques qui sont aussi très particulières. En tout cas, ils sont nés avec des applications, donc ils ont des attentes et des exigences au regard de ces applications qui sont très élevées. Et par ailleurs, et c'est aussi l'une des particularités du PASS, c'est que le besoin qui est la mission de service public n'est pas évident pour eux. Je vous mets au défi d'aller dans la rue, de trouver un jeune de 18 ans et de lui demander s'il a envie de diversifier ses pratiques culturelles.
il y a de fortes chances pour qu'ils vous répondent plutôt par la négative et qu'ils vous disent que lui, ce qu'il aimerait surtout, c'est plutôt avoir son abonnement Netflix. Donc on sait que nous, en termes de politique publique, ce à quoi on répond, c'est un besoin un peu supérieur de nos utilisateurs, qui est d'ailleurs la base de la politique culturelle. Petite parenthèse, on fait en termes d'économie de la culture et de théorisation de ce qu'est la culture, c'est souvent comparé à une forme de drogue, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas regardé de film, que vous n'avez pas lu de livre, que vous n'êtes pas allé au musée, vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Par contre, dès lors que vous commencez à engranger des pratiques, eh bien, l'envie va croissante, comparé à beaucoup d'autres biens. Et de fait, l'enjeu pour nous, mais aussi l'enjeu des autres politiques de la culture adressées à la jeunesse, c'est de créer cette première envie pour ensuite avoir des pratiques ancrées de manière pérenne sur toute la vie d'adulte. Donc les jeunes de 18 ans sont l'un de nos premiers utilisateurs. Un second type d'utilisateurs, évidemment, sont les acteurs culturels dans toute leur diversité et avec toutes les contraintes métiers que sont les leurs. Contraintes métiers liées à la publication d'offres, à la réservation, aux circuits financiers, aux logiques aussi commerciales des uns et des autres, mais également à leur logique de politique publique, puisque c'est un secteur assez particulier, la culture, qui est à la fois un secteur économique, mais qui est aussi un secteur souvent d'engagement et de politique publique. Et beaucoup d'acteurs, si ce n'est l'intégralité de nos acteurs, ont aussi une volonté de mettre en place une vraie politique publique culturelle à destination des utilisateurs qu'il nous faut aussi prendre en compte. Et finalement, nos réseaux socio-éducatifs et politiques, puisque je vais être un peu cru, mais il paraît assez évident que si un jeune n'est jamais allé au théâtre, ce n'est pas parce qu'on lui met une application chargée de 500 € qu'il va se mettre d'un coup à devenir fan de théâtre. Il y a évidemment tout un travail de relationnel, un travail d'accompagnement qui doit être fait par les parents, par les professeurs, par les éducateurs, par les responsables d'associations sportives, par les services jeunesse des villes. Et on a notamment en France un réseau socio-éducatif à destination de la culture qui est assez extraordinaire et qu'il nous faut de fait intégrer pour un peu humaniser et rendre plus physique et plus direct le lien entre le jeune et la culture. Alors très rapidement, on souhaitait aussi vous donner quelques exemples de la manière dont on a justement construit de manière très large ce produit avec l'ensemble des parties prenantes pour favoriser l'adoption du dispositif. Tu peux y aller, Claude. Si on se concentre sur les jeunes de 18 ans, alors évidemment, on a mis en place pas mal de co-construction sur les fonctionnalités elles-mêmes de l'application. Donc l'écran d'accueil, notamment que vous avez présenté Nicolas, a été le fruit de longues discussions, du long test avec les utilisateurs. Les parcours au global sont évidemment tous testés dans leur intégralité avec nos ambassadeurs notamment. Mais on est allé un peu plus loin dans la co-construction, puisque nous, par exemple, on a un sujet d'éditorialisation de l'offre et des propositions, dire quelles propositions on met en avant sur notre application, sur nos réseaux sociaux, dans nos newsletters, et qui sommes-nous qui n'avons pas 18 ans pour proposer des offres et pour faire un peu de la curation culturelle. Alors pour le coup, on a recruté certains stagiaires, utilisateurs, on les questionne également via des groupes WhatsApp, afin qu'ils nous permettent de construire une application qui leur ressemble vraiment et qui leur parle vraiment, bien au-delà des fonctionnalités qu'on leur propose. Et on a même été encore plus loin, puisque sur notre stratégie d'acquisition des utilisateurs, que l'on dit de manière un peu malheureuse, éloignée, c'est-à-dire ceux qui sont les plus éloignés des lieux classiques de la culture, ou en tout cas qui se sentent éloignés, dans notre stratégie d'acquisition, on a tout un plan de recrutement de services civiques qui sont aujourd'hui en test en Bretagne. Donc, ce sont globalement des jeunes de 18 ans qui construisent la politique d'acquisition, même si le mot est aussi malheureux, de nos utilisateurs pour s'assurer qu'on investit l'ensemble des réseaux, qu'ils soient physiques ou numériques, que fréquentent ces utilisateurs les plus complexes à atteindre. Si on parle des acteurs culturels, donc évidemment également, on a construit les fonctionnalités, on construit les besoins, on priorise la roadmap en fonction de leurs remontées qui sont surtout propres au métier, mais on construit aussi, par exemple, avec eux, donc on construit en tout cas l'exploitation de nos données, puisque toutes les données qu'on récolte sont quand même extrêmement intéressantes pour les politiques culturelles, puisqu'elles concerne tous les jeunes de 18 ans sur tous les champs culturels. Et en tant que lieu culturel qui veut mettre en place une politique locale, j'ai besoin aussi de savoir qui sont les jeunes autour de moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec leurs réservations. Et par exemple, on a poussé encore plus loin cette relation avec les acteurs culturels, puisqu'en lien avec la réunion des musées nationaux Grand Palais, il y a une étude qui a été conduite au sujet de la future exposition sur Napoléon. Vous avez peut-être vu les premières affiches sortir.
puisque le Grand Palais, le commissaire d'exposition se posait la question de l'appréhension des jeunes de 18 ans du sujet de Napoléon, tant pour la communication que pour le parcours d'exposition. Et finalement, nos réseaux socio-éducatifs, qui sont peut-être un peu les plus complexes à atteindre, mais qui sont certainement le maillon tout aussi essentiel que les deux autres piliers. On va ouvrir l'application à tous, puisqu'aujourd'hui l'application initialement n'était qu'accessible aux 18 ans. Donc le but de l'ouvrir à tous, c'est aussi de leur permettre à eux de faire encore mieux leur politique d'éducation, d'accompagnement à travers l'application. Et on a un certain nombre d'expérimentations, voire de partenariats qui visent à trouver des synergies entre les politiques larges à destination de la jeunesse et le pass culture. Donc, Pôle emploi en étant un sur la primo-accession à l'emploi et la question du parcours culturel et de la formation culturelle dans les entretiens d'embauche. On a travaillé également avec le Red Star, qui est le club de foot de Saint-Ouen, sur la question du lien entre sport et culture et comment est-ce que on prend des jeunes qui sont passionnés de foot, qui ne finiront pas tous, malheureusement, à être footballeurs, mais comment est-ce que, via la pratique d'un sport qui leur plaît, on leur permet d'acquérir d'autres compétences qui leur seront très utiles dans la vie globalement. Donc voilà pour la co-construction. Merci Florent. Le comptoir va toucher à sa fin. Du coup, si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur le chat. On va pouvoir y répondre dans 5 minutes. Et en guise de conclusion, pour filer la métaphore culturelle, on a tenu à vous donner les clés de l'orchestre Pass Culture. Merci Chloé. Du coup, je vais commencer avec un premier mantra que nous avons. Le produit, c'est l'équipe. Petit mot valise. Une des clés du succès du Pass Culture, c'est vraiment d'avoir une intégration de tous les membres de l'équipe centrée sur un objectif, l'objectif de la politique publique dont parlait Florent. Donc, on a essayé dès le début de casser en fait toutes les barrières qu'on pouvait avoir entre les devs et les biz-devs, entre les prestataires et les internes, de façon à ce que tout un chacun se sente libre de poser sa brique, de proposer, de participer à tous les ateliers de co-conception, de façon à ce que nous ayons toutes les visions, toute l'équipe vraiment centrée autour de la construction du meilleur produit et pas juste d'un projet. Une seconde clé pour être l'excellence opérationnelle, puisqu'il s'agit certes de monter rapidement un projet assez complexe, mais à chaque étape de la réflexion et de la construction de ce projet, d'avoir la plus grande rigueur et la meilleure intransigeance possible, tant à l'échelle collective qu'individuelle, pour nous assurer de ne pas accumuler de la dette, qu'elle soit technique, humaine ou organisationnelle, mais également d'être les plus efficaces possibles au regard de la mission qui est la nôtre. En troisième point, un élément bien sûr central de l'agilité, c'est la culture du feedback et de l'amélioration continue. Donc sur ce projet, nous avons essayé dès le premier jour de mettre ça en place, de toujours nous adapter par rapport au retour, de ne pas suivre bêtement une roadmap, de nous adapter à la croissance de l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes une équipe quasiment 100 personnes en totalité au sein du PASS. On a commencé à une dizaine de personnes. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous vous présenterons ça plus en détail dans un comptoir qui est vraiment dédié à la croissance de l'équipe. Et nous sommes beaucoup également adaptés aux événements. Je vous prie de croire que quand le confinement est arrivé, en fait, tout ce qui était politique, culturel, lieu de vie et lieu de culture a été fortement impacté et nous avons dû rapidement pivoter. Quatrième point, qui est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire, c'est essayer d'avoir la vision la plus claire et les objectifs les plus simples possibles. Ce qui est particulièrement important au sein du PASS, où déjà on ne répond pas à un objectif, en tout cas à un besoin évident pour les utilisateurs, mais en plus on s'attaque à beaucoup de champs culturels, beaucoup de problématiques. Et lorsqu'on construit une politique, on a souvent vocation à y mettre le plus de choses initialement à l'intérieur. Donc le fait de rationaliser les sujets, de les prioriser, de les simplifier et de donner la meilleure visibilité possible sur ces sujets à l'ensemble de l'équipe est une des clés aujourd'hui, et clés qui visent notamment ensuite à permettre à chacun d'agir dans le cadre de ses marges de manœuvre et de responsabiliser et d'être les plus efficaces possibles sur la mise en place
de l'outil et de la politique au sens large. Et enfin, 5e point, je finirai par celui-là, parce que la co-construction 360, on en a parlé tout du long. Pour moi, c'est vraiment la chose qui nous a structurés. Donc, l'écoute de tous nos utilisateurs directs, indirects, les réseaux sociaux éducatifs, comme en parlait Florent, beaucoup écouter les jeunes, beaucoup écouter aussi les gens en interne dans l'équipe, prendre en compte tous les besoins possibles et imaginables de l'équipe BizDev, de l'équipe support, de l'équipe technique, de façon à construire le produit le plus agile possible et le plus adapté possible. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, mais si vous en avez, du coup, on peut y répondre en direct dès maintenant. J'ai envie de poser, c'est quelle est la prochaine étape? Moi, je vais répondre. Ce sera évidemment la généralisation du pass. Il y a 3 étapes globalement cette année. Il y a donc la sortie, de l'application native que vous a présenté. Désolé pour le bruit. Que vous a présenté Nicolas, notamment au début de l'intervention, qui sera du coup ouverte à tous et que vous pourrez toutes et tous télécharger à partir de la 2e quinzaine d'avril. Dès lors que les lieux culturels auront réouvert, l'étape de la généralisation du pass, donc des 14 aux 100 départements, qu'ils soient métropolitains ou ultramarins, pourra avoir lieu. Et comme l'ont annoncé les ministres de la Culture et de l'Éducation nationale, nous sommes en train de mener toute une réflexion autour de l'accompagnement des jeunes avant 18 ans à travers un dispositif Pass Culture qui serait adapté. L'objectif étant de renforcer ce qu'on appelle les parcours d'éducation artistique et culturelle à travers des sorties collectives, mais aussi de les préparer à l'autonomisation de leur choix culturel d'adultes majeurs et vaccinés. J'espère. Merci. Et puis, bah, merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.